est-ce qu'il faut réellement suspendre la réforme des retraites? J'ai trouvé un spécialiste de la sécurité sociale de gauche. Non. Catho de gauche. Non. Il va répondre à cette question avec moi, on va faire un débat. On s'en parle. Je vous présente Frédéric Buffin, qui a été un horrible directeur de la sécurité sociale. Ça fait un paquet d'années que je le connais. Je vais quand même le taquiner, vous m'en voudrez pas, parce qu'il a été aussi directeur de la caisse de retraite de la SNCF et aussi de celle de la RATP. Donc il est spécialiste des... Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. On va parler, est-ce qu'il faut repousser l'âge de départ à la retraite? Alors je lui pose tout de suite la question parce qu'il est impatient de parler. Il faut repousser l'âge de départ à la retraite ou pas? Alors c'est une question un peu compliquée. Parce que... Tout de suite, vous avez senti le haut fonctionnaire qui va vous embourber dans oui mais non, mais oui mais non. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est facile pour quelqu'un qui est à la retraite depuis maintenant 12 ans de dire que les salariés d'aujourd'hui doivent travailler plus longtemps. Pour payer votre retraite. Pour payer ma retraite, puisque je rappelle que nous sommes dans un système qui fonctionne entièrement avec la répartition. Alors, je vous coupe, mais Frédéric Buffin, je le redis, il y a eu une polémique parce que je ne sais plus qui a dit, mais non, mais quand les gens disent j'ai cotisé toute ma vie pour ma retraite, et ben non, on me doit quelque chose. Alors il a dit mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On dit ah donc c'est un affreux mec de droite, c'est un salaud, etc. Est-ce qu'on cotise toute sa vie pour sa retraite en France? Ben, on cotise toute sa vie pour acquérir des droits, ça c'est une réalité. Donc on a un relevé de carrière qui est maintenant interrégime, qui fonctionne d'ailleurs assez bien, mais les flux financiers, les cotisations retraite vont alimenter dans le régime dans le secteur privé à la fois la retraite de base et la retraite complémentaire, la GIRC-ARCO. Ça veut dire qu'on cotise pour payer la retraite des gens qui sont retraités. On ne cotise pas pour sa propre retraite. Non, c'est ça, c'est la grosse différence. Alors évidemment, un certain nombre de gens qui ne veulent pas qu'on touche à leurs droits de retraité disent après tout, j'ai cotisé, j'ai acquis des droits, donc il n'y a pas de raison qu'on me ratiboise ma retraite. Et comme, si vous voulez, les 17 millions de retraités sont en général en proportion supérieure à la moyenne nationale des électeurs, évidemment... Ils se mobilisent plus. Ils se mobilisent plus. Et donc, dans les partis politiques, la question de est-ce qu'il faut diminuer les droits des retraités actuels, évidemment, est posée, mais discrètement, parce que la réponse, c'est de dire qu'il ne faut pas diminuer les droits des retraités. Parce que les retraités votent plus. Oui, ça, c'est une question politique. Alors, si vous voulez, on vais vous donner un exemple qui, personnellement, m'a choqué. En 2023, on a fait une régule pour le pouvoir d'achat des retraités. Une régularisation ou une régulation? Une augmentation. Une augmentation, et les pensions ont augmenté de 5%. Le coût a été évalué autour de 13 à 14 milliards d'euros. Bon, j'en ai profité. Je n'ai pas dit je vais reverser à la caisse des retraités nécessiteux mon augmentation à la caisse des prêtres de retraite, mais je dois dire que quand ma fille, mes enfants, puisque j'ai 5 enfants, m'ont dit écoute, papa t'es bien gentil, mais 5% d'augmentation retraite, c'est peut-être un peu beaucoup, je ne peux pas leur donner complètement tort. Hein, c'est
le point. Alors évidemment, il y aura toujours des arguments. Oui, mais pendant ce temps-là, on ne touche pas aux grandes fortunes, etc. Enfin voilà. Est-ce que c'est vrai? Comment? Qu'on ne touche pas aux grandes fortunes pendant qu'on désindexe partiellement la retraite? Si vous voulez, étant donné les débats à l'Assemblée nationale et le degré de certitude de l'évolution de la discussion sur la loi de financement de la Sécu à la fin de l'année, on verra ce qui va arriver au retour. Mais si vous voulez, ce n'est pas tout à fait vrai que les grandes fortunes sont totalement à l'écart des systèmes de prélèvement obligatoires. Hein. Si on vous augmente par exemple la part de CSG sur les dividendes, ça veut dire que potentiellement on va toucher au pouvoir d'achat des super retraités. Mais le débat sur la grande richesse, si vous voulez, c'est un débat qui, évidemment, est particulièrement efficace en France parce qu'on est attaché au principe d'égalité. Hein, quand elle nous profite. On trouve que l'égalité, c'est bien quand elle nous profite. Voilà, c'est ça, c'est le point. Au-delà de cette réflexion sur l'augmentation du pouvoir d'achat des retraités, parce que dans la loi de finances, on a dit qu'on allait arrêter de geler le pouvoir d'achat des retraités, et aux dernières nouvelles, on reviendrait sur cette mesure. Je voudrais quand même aborder quelques questions de gestion. On a organisé le plan de Juppé, on a étatisé la gestion de la sécurité sociale, et pendant ce temps-là, de façon assez discrète, les partenaires sociaux se sont organisés pour le régime de retraite complémentaire et Agirc-Arrco, et ce régime de retraite complémentaire affiche des excédents. Pourquoi? Parce que on a peu à peu diminué le rendement pour mettre l'argent dans des fonds de réserve. Explique-nous en français ce que ça veut dire. Ça veut dire, si vous voulez, que la valeur du point retraite dans le régime complémentaire. Dans le régime complémentaire. Parce que je traduis parce que lui, c'est un spécialiste. Il ne sait pas que les gens ne savent pas la différence entre le régime général et les régimes complémentaires. C'est que le régime général, c'est un rapport mathématique entre les cotisations, les années de cotisation et la pension servie. Alors que le régime Agirc-Arrco, qui est le régime complémentaire, est un régime par points qui fonctionne, là encore, sur des règles complexes qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas la même logique mathématique. Alors moi, je vais vous dire pourquoi, à titre personnel, je souhaiterais qu'on revienne sur la réforme. Au-delà la réforme des 64 ans. Des 64 ans. D'abord, il faut quand même minimiser les enjeux. Certes, on dit que dans quelques années, le régime de retraite va avoir encore subir des déficits, mais je vous signale quand même que le déficit, la progression du déficit de l'assurance maladie est très supérieure à celle du régime de la retraite de base. Donc les soins coûtent plus cher que la vieillesse? Non, on n'en est pas là, puisqu'on doit être à 273 milliards. Bon, mais je ne veux pas donner trop de chiffres parce que mais la progression des dépenses d'assurance maladie est plus forte que la progression des dépenses retraite. Bon, mais il y a toute une série de questions qui ne sont pas posées avec la réforme qui a été une réforme paramétrique. On n'a pas posé la question des règles de fonctionnement du régime de la fonction publique. Hein, je vous rappelle que hors prime, les pensions sont indexées sur les 6 derniers mois de carrière. Hein, alors que les pensions privées, eh ben, c'est les 25 meilleures années. La moyenne des 25 meilleures années. Voilà, ou les dernières années. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose, d'autant plus qu'avec la réforme de 92 ou de 93, la réforme Balladur, si vous voulez, l'évolution du pouvoir d'achat
du salaire annuel se fait sur les prix et non pas sur l'augmentation des prix. Se fait sur les prix et non pas sur celle des salaires. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, sur 20 ans, ça fait des différences énormes. Bon. Donc, le fait qu'on soit revenu à la réforme paramétrique fait qu'on n'a pas posé un petit sujet qui est la question de l'évolution de la réforme des régimes du secteur public. Donc ça me paraît... qui est calculé donc sur les 6 derniers mois. Un taux de remplacement de 75% sur les 6 derniers mois. C'est ça, voilà. Alors que le privé, c'est 50% de remplacement des salaires des 25 meilleures années en moyenne. Voilà. Alors, il faut être juste, si vous voulez, la réforme Raffarin, si vous voulez, a peu à peu allonger la durée de carrière pour les fonctionnaires, puisqu'en 92, on n'avait touché que le régime général. Avec la réforme Raffarin en 2005, on a eu le courage d'augmenter la carrière, la carrière pour les fonctionnaires. La durée de cotisation. Voilà, donc pour la durée de cotisation. Donc on a un mouvement de convergence. Alors après, moi j'ai été directeur de la caisse RATP et de la caisse SNCF, donc je vais me faire agonir par les cheminots et puis les agents de la RATP. Évidemment, on peut s'interroger non pas sur le fait qu'un certain nombre d'agents qui ont des carrières, des métiers, si vous voulez, à contrainte, mais si vous voulez, est-ce qu'il est normal que tous les agents RATP, avant la réforme, la dernière réforme, puisque maintenant ces régimes sont fermés, est-ce qu'il est normal que des agents administratifs aient pu bénéficier d'avantages liés au fait qu'on partait à 57 ans? Bon, franchement... Donc des gens derrière des guichets, dans des bureaux, qui bénéficiaient des mêmes avantages que les... Voilà. Mais, si vous voulez, il y a quand même des mesures qui ont été prises et qui fait qu'aujourd'hui, ces régimes sont fermés. Donc si ces régimes sont fermés, ça veut dire que petit à petit, on reverse au régime général un certain nombre d'agents en tenant compte d'un certain nombre de contraintes professionnelles. Excusez-moi Frédéric, je vais vous couper, mais est-ce que oui ou non, la caisse de retraite de la SNCF, pour équilibrer ses comptes, bénéficie chaque année de 3 milliards de cotisations venues de l'impôt de tous les Français, même ceux qui ne prennent pas le train? Mais c'est exact, mais je pourrais aussi vous dire la même chose pour les agents RATP. C'est combien? Cette année, en 2026, il est prévu que ce soit à peu près 980 millions. C'est ça, voilà. Millions. On n'est pas tout à fait au milliard, mais on va y arriver. Bon, simplement, ce qu'il faut dire, c'est que la SNCF paye une surcotisation patronale pour ces agents un peu plus de 22%, et maintenant, depuis quelques années, la RATP, c'est pareil. Moi, ce qui m'a toujours davantage choqué, c'est que la SNCF a un réseau national, donc que le contribuable, globalement, paye pour des départs il y a quelques années n'est pas complètement anormal. Je trouve plus délicat que l'impôt de tous les Français paye un impôt pour financer le déficit de la RATP qui en principe ne fonctionne que dans le cadre des franciliens. C'est pas tout à fait de même nature. Je vais quand même vous taquiner parce que on va rappeler que le chiffre d'affaires de la SNCF, c'est bon an mal an 35 milliards d'euros, dont un bon 10-15% est fait à l'étranger, les marchés que la SNCF a gagnés en Espagne, en Italie, un peu partout. Donc, parce que plein de gens disent « Ah, il faut protéger la SNCF de la concurrence ». Enfin, la SNCF est bien contente de rapporter du pognon avec des marchés qu'elle a gagnés à l'étranger.
Donc on est pour le protectionnisme, sauf quand on gagne des marchés étrangers. C'est exactement ça. Mais ça, si vous voulez, c'est les contradictions habituelles des Français qui voudraient vivre dans leur espace franco-français, alors que ça fait longtemps qu'un centre d'entreprises, dont la SNCF, trouve des marchés à l'étranger. Donc il n'est pas complètement injuste que, par exemple, Trenitalia circule sur le réseau français, si vous voulez. Donc, j'en profite pour dire que Paris-Lyon, avec Frecciarossa de Trenitalia, est 2 fois moins cher et beaucoup plus luxueux que Paris-Lyon avec la SNCF. Bon, je n'irai pas jusque-là parce que je l'ai pris récemment et il y a un problème de gestion de toilettes qui n'était pas terrible. Donc, alors qu'à la SNCF, ça n'arrive jamais, la gestion des toilettes. Ça va. Bon, tout est clean. Donc, mais je ne veux pas dire du mal des cheminots parce que même si de temps en temps ça a frité entre nous, globalement, c'était des gens qui, avec lesquels j'entretenais d'excellents rapports. Oui, mais excusez-moi, je vais continuer parce que je ne perds pas le fil. 3 milliards de subventions du contribuable français au régime de retraite de la SNCF, un chiffre d'affaires de 36 milliards, dont 10% fait à l'étranger. Ça signifie que si on ne devait pas porter le boulet des gens partis parfois à 50 ans à la retraite à la SNCF, le prix des billets diminuerait de 10%. Oui, mais bon... Ce qui n'est pas rien quand on voit les prix de la SNCF. Oui, mais surtout avec M. Farandou qui disait, quand il était en poste, que le TGV, ce n'était pas du service public. Bon, ok, mais bon... mais il y a un autre sujet. C'est qu'on paye. Oui, mais il y a un autre sujet beaucoup plus compliqué qui est celui du régime de retraite de la fonction publique. Il faut que vous sachiez que, alors qu'il y a une caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui est autonome, en déficit, il n'y a pas de caisse autonome du régime de la fonction publique, des pensions civiles, des pensions civiles, et c'est géré directement par la DGFiP. Bon, c'est-à-dire la Direction générale des finances publiques. Des finances publiques. Bon, il faut savoir aussi que la cotisation patronale qu'un employeur du privé paye à 16%, assume, c'est au total, une cotisation d'un salarié, c'est à peu près 30% du salaire. Moitié salarié, moitié patron. Oui, à peu près moitié, voire un peu plus. C'est 32%. C'est ça, voilà, un peu plus. Bon, il faut savoir que quand même, là, la cotisation patronale, donc payée par l'impôt, c'est près de 70%. Donc il y a un vrai sujet. Et c'est ça qui, pour moi, doit être examiné. Pourquoi le dossier, notamment de la retraite par points ACHOP, c'est que le dossier de la retraite ACHOP, parce que derrière, ça voudrait dire qu'on met un coup de pied dans la fourmilière du régime de la fonction publique, parce qu'il faudrait revoir l'ensemble des règles de calcul, et la DGFiP surveille son régime de retraite sans transparence, puisqu'il n'y a pas de caisse nationale. C'est guichet ouvert en fait. Il manque de l'argent, on prend dans le poche du contribuable. Bon, je ne sais pas s'il faut avoir un ton aussi bourgeoisiste, parce que, si vous voulez, moi je ne veux pas attaquer les fonctionnaires. C'est pas moi qui en ai parlé. C'est comme ça. Non, mais voilà, je tenais quand même à dire ça, et je pense qu'il y a un problème d'organisation. Alors, lors de la précédente réforme, quand Édouard Philippe, avant la crise du Covid, a lancé l'affaire, c'est sûr qu'il a fichu la pagaille dans le dispositif de retraite par points, qui devait se généraliser, parce qu'il a voulu rajouter une mesure d'âge, parce que seule la mesure d'âge fait des économies. C'est-à-dire, le jour où Macron devait annoncer la retraite par points, Philippe, avec son chef de cabinet à l'époque, qui était M. Ribado-Dumas, a imposé qu'on dise, et par ailleurs la retraite sera repoussée à 65 ans. Voilà. Il ne l'aurait pas dit. Macron, que moi j'aime pas forcément, aurait eu une chance de faire passer sa réforme, qui était une réformette en réalité. Mais... Oui, mais si vous voulez, alors derrière il y avait quand même des problèmes techniques, c'est qu'aujourd'hui, techniquement,
il n'y a qu'un régime qui fait vraiment de la retraite par points, c'est l'Agirc-Arrco. Et donc, si vous voulez, la gestion par points, c'est pas quand même complètement trivial, hein. Donc, le régime général a fait d'énormes progrès, notamment avec le régime, la prise en compte des carrières interrégimes. Maintenant, moi j'ai assisté il y a 10 ans aux prémices de cette affaire, ça a avancé. Donc là, il y a quand même des avancées techniques qui font qu'on peut faire confiance aux agents de la CNAV pour transformer les affaires. Mais derrière, il faut évidemment qu'on mette le nez dans la gestion du régime des retraites du secteur public. Vous ajoutez, si vous voulez, que tout le monde est contre la capitalisation. Alors, vous pas savez, moi. Hein, non, mais tout le monde est contre la capitalisation. Beaucoup de gens. Mais, qui n'ont pas compris. si vous voulez, quand vous prenez le régime additionnel de la fonction publique, les RAFP. Le RAFP, qui évidemment concerne les agents de la fonction publique qui disposent de primes, puisque les primes n'étaient pas cotisables, il faut savoir que le régime additionnel à la fonction publique est un régime par capitalisation. Donc c'est les fonctionnaires parce qu'effectivement ils ne cotisent pas sur leurs primes, donc ils aura les primes, sauf que les primes elles ne sont importantes que pour les hauts fonctionnaires. Donc s'ils veulent cotiser sur leurs primes, ils peuvent souscrire un contrat. Non, le RAFP est obligatoire. Il est obligatoire en plus. Il est obligatoire. Mais c'est un régime par capitalisation. Et c'est un régime par capitalisation. Bon, alors, si vous voulez, moi je veux bien qu'on me sorte les grands principes, etc. Mais il faudrait. Alors, dans ce pays aussi attaché au principe de l'égalité, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la diversité des règles en matière de pension-retraite. Hein. Alors, il est sûr qu'il y a des régimes auxquels on n'a pratiquement pas touché. On ne va pas toucher au régime, par exemple, des marins, pour une raison très simple, c'est que être marin sur un bateau, c'est un des métiers les plus dangereux du monde. Alors, revenir sur le régime de Lénine, ça paraît délicat. Ah bah, il date pratiquement de Louis XIV, hein, si je ne veux pas dire de bêtises. Il est bien avant la Révolution. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, ce qui s'est passé, là je prends ma casquette d'historien, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que on a créé le régime de la fonction publique, en gros sous le Second Empire, et au moment de l'organisation des grandes compagnies ferroviaires, comme on ne trouvait pas de travail. Au XIXe siècle, on a toujours accordé aux cheminots, etc., des régimes avantageux pour fixer les ruraux sur ces métiers qui, à l'époque... Quand il y avait des locomotives à vapeur, on pouvait considérer que c'était un métier dur. Oui, mais plus dur qu'avec un TGV. Je vais défendre les cheminots, si vous voulez, parce que d'abord, j'ai pris quand même un certain plaisir à travailler avec eux. Alors évidemment, à Marseille, j'ai assisté à la grande grève au moment de la réforme Sarkozy, quand il est passé l'âge de 60 à 62 ans. Évidemment, les cheminots voyaient leur pension passer de 50 à 52 ans et de 55 à 57 ans. Donc, si vous voulez, et puis la grève à Marseille, c'est quand même ce qu'on fait de mieux en termes de poésie sociale. Hein. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils font 10 fois le tour autour de la porte romaine, là, et puis vous avez l'impression qu'ils sont 100 000 alors qu'ils sont 10 fois moins. Bon, je ne devrais pas dire ça, je deviens vraiment réel. Vous allez finir avec une balle d'or. Ça, voilà. Bon, non, mais bon, simplement, si vous voulez, il faut tenir compte d'un certain nombre
de facteurs qu'on va appeler de pénibilité. Bon, il est certain que les contrôleurs qui passent 2 jours hors de leur foyer, 3 jours, ou les aiguilleurs qui travaillent de nuit, les conducteurs, surtout que vous avez un RH77 qui est le règlement de circulation des trains que le président de la République de l'époque a refusé de modifier parce qu'il est quand même tout à fait particulier et qui fait que quelqu'un, par exemple un cheminot, un conducteur qui part de Paris à Marseille, il atteint Marseille en un peu plus de 3 heures. Donc vous pourriez vous dire, eh ben, il va le matin puis il revient à Paris l'après-midi. Ah ben non, parce qu'on ne peut pas faire plus d'un certain nombre d'heures dans sa journée. Donc si vous voulez, ça fait forcément des horaires décalés, des couchers, etc. Bon, ça, ce n'est pas forcément des conditions de travail idéales. Qui ait des avantages spécifiques. Alors simplement, moi, au-delà de mes fonctions de directeur de la caisse SNCF et de la caisse RATP, j'ai aussi été directeur de la caisse des cultes, une caisse tout à fait particulière. Non, il y avait des imams aussi, il y avait quelques autres cultes, il n'y a pas que des catholiques, c'était une caisse civile. Et alors, on organisait des réunions de religieuses, et je disais aux religieuses qui avaient une espérance de vie tout à fait impressionnante, je leur disais, vous croyez à la vie éternelle, mes sœurs, mais le plus tard possible. Bon, et je me souviens dans un conseil d'administration, on me parlait de la souffrance au travail des cheminots. J'ai dit, écoutez, vous avez l'espérance de vie des religieuses, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça veut dire que la prévention organisée par la SNCF marquait, ou marque encore, j'espère, son efficacité. Mais c'est vrai qu'être en contact avec le public, faire du contrôle dans les trains avec des gars qui ne veulent pas payer leur billet, c'est pas forcément un boulot tous les jours très agréable et très passionnant. Hein. Donc moi je crois qu'il ne faut pas oublier ces conditions qu'on appelle la pénibilité. Simplement, est-ce que dans le secteur privé, il n'y a pas des boulots qui sont aussi pénibles et sur la pénibilité de laquelle on s'est aujourd'hui pas trop penché, parce qu'évidemment tout le monde à un moment trouve que son boulot est pénible. Je peux dire que le directeur de la caisse que j'étais, qui venait du régime général, hein, je vous précise, j'ai jamais bénéficié des avantages des cheminots, travaillait à partir de 7 heures du matin, à 20 heures était encore au boulot, j'aurais pu demander une clause de pénibilité, vous voyez. Bon. Oui, mais ça, je vais quand même vous taquiner, Frédéric, parce que la clause de pénibilité, elle pose un vrai problème, parce que moi je pense que c'est un permis de tuer qui est donné. C'est-à-dire que la France est le seul pays qui considère que parce qu'un boulot est pénible, il ouvre droit à partir plus tôt à la retraite. Alors que les autres pays qui sont plus intelligents que nous disent « Ah ben on ne va pas offrir aux patrons qui tuent leurs salariés à la tâche la prime de leur dire « mais tuez-vous à la tâche pour me faire gagner de l'argent, vous partirez plutôt avec l'argent des autres ». En Allemagne, en Hollande, dans les pays nordiques, on impose aux patrons des taxes pour limiter l'exposition à la pénibilité. La France est le seul pays qui dit « mais non, mais donnez des boulots pénibles, ils partiront plutôt à la retraite avec l'argent des autres ». C'est quand même un permis de tuer qui est donné. Oui, si vous voulez, j'ai pas une vision très claire des systèmes qui existent à l'étranger, mais si on prend, parce que je suis germaniste, un système comme l'Allemagne, c'est un peu différent parce que donc on ne cotise pas au-dessus d'un certain plafond. Ça, c'est pour les gros salaires, au-dessus de 10 000 euros pour aller. Oui, c'est ça, voilà, 10 ou 15 000 euros, je ne sais pas exactement. Et surtout pour l'assurance maladie. Et après, c'est de la capitalisation. Le grand sujet, si vous voulez, c'est l'allergie
française au système de la capitalisation. Alors, ça ne vient pas de rien. Ça s'explique dans la conscience collective pour la raison suivante. C'est que jusqu'en 1910, vous aviez le régime des rentes ouvrières et paysannes. L'Europe. Et quand j'ai fait mon stage ouvrier à la Caisse régionale d'assurance maladie de Lyon, j'ai vu encore des fiches manuelles sur l'Europe. Ce régime des rentes ouvrières et paysannes, il était indexé sur le franc or. Donc, grosso modo, c'était un système qui avait son intérêt. Arrive la guerre de 14 et à ce moment-là, évidemment, après, je crois en 1919 ou en 2021, crise financière, et à ce moment-là... Dès 1918. Non, en fait, le franc s'effondre. Donc, si vous voulez, on peut comprendre... Mais il est stabilisé en 1928 grâce au plan Poincaré. Oui, ok. Mais si vous voulez, on peut comprendre que dans la conscience collective, on se dise, moi je vais cotiser sur une base, et puis le franc ou l'euro va se casser la gueule, et résultat, j'aurais cotisé avec une monnaie de singe. Vous voyez, il y a cette idée-là qui joue simplement dans la mesure où tous les gouvernements, de gauche comme de droite, ont refusé depuis 20 ans d'augmenter la part de capitalisation. Plus on avance dans un système à maturité, plus c'est difficile de passer avec un système partiellement en capitalisation. Je vous signale de toute façon que la capitalisation n'a été mise en place de façon totale qu'au Chili après la dictature chilienne. Je ne suis pas sûr qu'il faille s'orienter dans... C'est un peu un argument en dessous de la ceinture. Bah oui, mais, on peut prendre l'extrême en disant ce que vous voulez l'extrême, mais personne ne propose ça. Non, mais si vous voulez, même aux États-Unis, il y a un régime de base. Si vous voulez donc supprimer, dire il faut passer à la capitalisation. Qui dit ça aujourd'hui? Il y a quand même un certain nombre de médias qui pour moi sont extrémistes et par exemple. J'ai entendu. Bon, je ne sais pas. Parce que c'est ça. Moi je ne connais pas, mais en revanche, nous, ce qu'on dit sur le courrier des stratèges, moi par exemple, j'ai toujours été contre la fermeture des régimes spéciaux. Moi, j'ai toujours dit, en France, il y a plusieurs dizaines de régimes spéciaux. Alors, selon la façon dont on les comptabilise, il y en a. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas les fermer. C'est une erreur de vouloir un seul régime spécial, un seul régime de retraite. Et on va se poser la question là-dessus. Moi, j'ai toujours dit, les régimes spéciaux doivent subsister, mais chacun doit pouvoir, on doit diluer le rapport professionnel. Et donc, moi, si caissière de chez Franprix ou caissier, je veux rentrer au régime SNCF, je dois pouvoir y rentrer. Simplement, il doit être financièrement équilibré. Oui, mais si vous voulez, le problème, alors là aussi... Ce qui est une garantie de concurrence, je comprends. Mais si vous voulez, on va... je vais utiliser une formule qui est terrible, c'est lorsqu'on a créé le régime général en 1945... Non, il a été créé en 1941. Oui, d'accord. Mais enfin, quand on l'a... Loi du 7 mars 1941. Ok, mais si vous voulez, on l'a remanié en 1945. Je veux vous dire la même chose pour les prestations familiales, où c'est Vichy qui a repris les caisses de compensation patronales. Bon, donc, mais... sauf que la CNAV-TS, l'établissement public CNAV-TS, a été créé par Vichy en 1941. Et la CNAV... est encore la CNAV-TS. Oui, mais enfin, si vous voulez... C'est pas un remaniement, ce que je veux dire, c'est que l'espérance de vie, à l'époque, on met la retraite à 65 ans, sauf pour les gens qui étaient malades ou inaptes professionnellement, on la met à 65 ans, à un moment où l'espérance de vie était de 63. Ça ne devait pas coûter cher. Et C'était pourtant déficitaire. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, si vous voulez, c'est évidemment la rapidité de la montée de l'espérance de vie. Bon, on va quand même pas...
alors dans mon entourage familial, je ne devrais pas le dire ici, j'ai coutume de dire, écoutez, le problème c'est que les gens ne meurent plus. Vous voyez, je risque d'être très populaire avec ça. Alors je vais vous donner ma situation personnelle. Sanitaire. Mon père est parti en retraite à 65 ans. Il avait fait 5 ans de captivité, il fumait comme un sapeur, il est mort à 94 ans. Ma mère... Comme quoi, fumer tue moins qu'on le dit. C'est ça. Ma mère, qui a eu 6 enfants, elle a travaillé pour la France, moi aussi puisque j'en ai eu 5, est mort à 98 ans. Je suis retraité depuis 2013. Nous sommes en 2025. Vous voyez le capital génétique que j'ai. Donc si je n'ai pas d'accident, comme je ne bois pas, que je ne fume pas, mais je suis une catastrophe potentielle pour le régime de répartition. Dans le café. C'est ça, voilà. Vous voyez, donc c'est ça qui est difficile, c'est que et puis on organise de la prévention, on me dit il faut vous faire soigner vos dents, faire un détartrage tous les 6 mois, je le fais. Tous les 6 mois. Oui, oui, ben c'est très efficace, hein, parce que j'ai pas de carie. Deuxièmement, à mon âge, on a toujours des problèmes de prostate, mais je me fais suivre. Mon médecin me dit vous avez une tension tout à fait raisonnable. Enfin, je veux dire, bon, donc, et il y a des milliers de gens qui sont dans ma situation. Donc, si vous voulez, et c'est un bien. Je suis plusieurs fois président d'association, je m'occupe de mes 12 petits-enfants, et intellectuellement, je ne crois pas être encore totalement gâteux, même si mes enfants disent plus tu avances, moins tu as de surmoi. Hein, voilà. Mais c'est une bonne maladie. Voilà. Et donc. Donc ça coûte cher. Et donc ça coûte cher. Ça coûte cher. Et ça, on n'en tient pas compte dans la durée de cotisation. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui disent je suis au bout de ma vie à 62 ans après avoir travaillé 35 heures pendant 20 ans, et on leur dit pas. Le problème, c'est que ça coûte cher après. C'est ça. Alors, si vous voulez, alors il y a effectivement des gens qui disent, mais j'ai lu dans Alter économique un gars qui représente une association de retraités et qui dit faut arrêter de nous stigmatiser, on est responsable d'associations, il y a des milliers de vieux dans les conseils municipaux. Ce qui est vrai. C'est vrai. Et en plus, je peux dire, comme je l'ai entendu, comme on sait maintenant que la situation des jeunes, et notamment de mes enfants, est moins facile que par le passé, je peux dire j'aide mes enfants ou mes petits-enfants. Vous voyez ? Donc, je pense que le pouvoir politique est nu par rapport à de tels problèmes éthiques. Hein, c'est un vrai sujet. Personne ne prend le taureau par les cornes. Voilà. Non. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, de toute façon, et je voudrais porter un hommage à la Sécu, c'est quand même une remarquable machine à encaisser. Alors, évidemment, les employeurs ne sont pas contents. À nous faire décaisser. Mais c'est une remarquable machine à payer. Aujourd'hui... Alors, j'ai une question là-dessus. Oui. Est-ce que la trésorerie des régimes de retraite, et spécialement du régime général, est parfaitement ceinture et bretelle, ou est-ce qu'il y a des risques? Notamment parce que, comme on s'endette pour payer les retraites, en réalité, ça, il faut le dire. Chaque mois, on s'endette pour payer les retraites. Est-ce qu'on est sûr que chaque mois, il y aura une couverture bancaire, puisque tout ça fonctionne par cheminement par banque privée, l'argent vient de l'ACOS qui est payé à la Caisse des dépôts, qui est ensuite donné à des banques qui payent ensuite aux retraités, c'est ça la mécanique. Est-ce qu'on est sûr que chaque mois, tout ça est blindé? Ou bien est-ce qu'il y a un risque un jour qu'une banque dise j'ai pas l'argent pour payer, la Caisse des dépôts ne me paye pas dans les temps,
Moi, je ne paye pas les retraites. Ça me paraît très étonnant, parce que de toute façon, vous avez la caisse d'amortissement de la dette sociale qui devait... Qui ne paye pas les retraites. Qui ne paye pas les retraites, mais qui devait s'éteindre et qui continue oui, mais qui paye à fonctionner. La dette. Et puis vous avez, dans la loi de financement de la Sécu, chaque année des dispositions pour sauvegarder le... Si vous voulez, aujourd'hui, il y a quand même un sujet, c'est que les retraites sont payées et tous les dispositifs sont faits pour qu'il n'y ait pas d'interruption de paiement. Sauf qu'en juillet 2020, il y a eu un gros coup de chaud. Parce que, à un moment donné, si vous me permettez, Frédéric, la CADES, elle rembourse la dette de la Sécu. Le problème, c'est que les retraites, elles sont payées avec des avances de trésorerie qui ne sont pas versées à la CADES. Et donc tout ça fait l'objet d'emprunts à court terme. Oui. Et la Sécu, la COS, lève 70 milliards annuels d'emprunts à court terme et elle a une autorisation de trésorerie de 55 milliards. Ça veut dire qu'il y a chaque année un doute. Si vous voulez, vous avez quand même dans ce pays encore, hein, on dit la fonction publique, le secteur public, ça marche mal, etc. Mais il y a quand même une vertu, c'est que la continuité du service public n'est pas complètement oubliée de la part de nos dirigeants. Je veux dire, alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais sauf si la signature de la France n'était plus respectée et que vous ayez un défaut de financeur, pour l'instant, les assurés sociaux ne vont pas à la caisse retraite pour demander leur pension. Alors, pour l'instant. Alors, si vous voulez, le système est extraordinairement compliqué. C'est une usine à gaz, mais ça fonctionne. De toute façon, s'il y a défaut de paiement, ça ne sera pas uniquement pour la retraite, ça sera également pour l'assurance maladie, puisque c'est une question, au bout du compte, ce sont des circuits de financement qui sont relativement globaux. Mais je veux dire, imaginez que d'un seul coup, on ne paye plus les pensions, mais je ne sais pas combien de temps le pouvoir en place tiendra. Hein. La chance. Hein, vous voyez, c'est notre dernier espoir. Voilà, donc, alors évidemment, il y a des amateurs du chaos global, avec quelqu'un qui est à ma gauche et qui en est l'amateur, mais je voudrais... Ça prouve qu'il y a quelqu'un à ma droite encore. Ça veut dire que je lis quand même sa prose. Et si vous voulez... la morale de l'histoire quand même, c'est certes intellectuellement, on a envie de dire écoutez, ça marche plus, les hôpitaux sont pas contents, les praticiens libéraux sont pas contents. Aujourd'hui, il y a une grève des laboratoires de radiologie, etc. Bon, ok, mais si la machine ne tourne plus, ce sont les petits qui paieront en priorité. Hein, ça veut dire quoi? Mais il y a plein de petits en bonne santé qui paieront si vous voulez, admettons... Et il y a plein de gros en mauvaise santé qui paieront. Non, il ne s'agit pas de ça. Je vais vous dire simplement que, admettons qu'un mois, on ne me paye pas ma pension retraite. Oui. Donc je n'ose... dire le montant parce que tout le monde va... Ce serait de la provocation. Tout le monde va hurler. J'ai quand même une trésorerie suffisante pour continuer à vivre pendant un mois et à demander qu'est-ce qui se passe. Hein? Là, non mais attendez, on ne se réjouit pas que les petits gens souffrent. En revanche, on pense que les petits gens souffriraient moins dans un système moins centralisé et moins étatiste, parce que effectivement, vous ne parlez pas du montant de votre retraite, mais il y a quand même de sérieuses inégalités dans le système de retraite aujourd'hui. Il y a des gens qui ont cotisé toute leur vie, qui ont des toutes petites retraites. Il y a des gens qui ont peu cotisé, qui ont de grosses retraites. Ou des gens qui ont peu travaillé, qui ont des grosses retraites. Il y a des vraies inégalités. Oui, non, mais
on est d'accord, mais souvent les inégalités de retraite sont la conséquence d'inégalités de salaire. Hein. Donc, c'est-à-dire si vous avez un petit salaire, vous aurez une petite retraite. Je pense aux agriculteurs qui absolument. trimé toute leur vie, qui ont des retraites minables parce qu'ils sont soumis à la MSA, qui est un organe totalitaire, et ils auraient cotisé dans un autre régime qu'ils auraient choisi, ils seraient à cotisation égale bien mieux traités. Non, parce qu'il faut, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites du paiement des retraités ruraux âgés qui avaient très peu cotisé et qui ne sont pas encore morts. Hein, donc c'est ça le... Oui, mais ça fait partie des, ça fait partie des débats. La question, c'est qu'on leur a jamais laissé le choix de choisir leur adhésion. Je vais vous, comme vous avez l'intelligence artificielle, alors je ne vais pas faire de pub, je consulte le site de l'intelligence artificielle et je lui demande quelle est la part des dépenses de solidarité et d'assurance dans le système de sécurité sociale. Et l'intelligence artificielle me répond, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question à ce stade. Donc si vous voulez... Parce qu'il y a un problème de transparence des données publiques. Oui, mais parce que l'État cache la réalité aux citoyens. Je ne sais pas si l'État cache... Il ne donne pas les données. Non, c'est parce que... Non, il y a d'excellentes... Il y a toutes les données du monde, hein, si vous voulez. Mais c'est parce que c'est compliqué d'établir ce que c'est qu'une dépense de solidarité. Quand j'étais encore en activité professionnelle, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, j'avais écrit un article sur le thème plaidoyer pour la solidarité. Et je disais que la solidarité, tout le monde est pour, mais jusqu'à quel niveau vous placez la solidarité ? La solidarité, c'est dépenser l'argent des autres. On est pour quand c'est l'argent des autres. Quand c'est notre argent, on est moins pour. Alors, on met de la solidarité partout. Tenez, je vais aborder un problème très polémique, qui est celui de l'aide médicale d'État. On sait que l'aide médicale d'État, c'est un peu plus d'1,2 milliard dans les dépenses de sécurité sociale. On oublie derrière de parler de la PUMA, la protection universelle maladie pour les demandeurs d'asile, ça on n'en parle pas. Non, la PUMA c'est pour nous, ça. Je ne suis pas demandeur d'asile, moi je suis soumis à la PUMA. Voilà. C'est 8% de cotisation. Donc si vous voulez, vous avez... alors on peut dire... écoutez, moi, le thème évangélique de l'ouvrier de la 11e heure, je ne veux pas en entendre parler, donc c'est pas normal que les étrangers viennent se faire soigner pour le compte. Bon, on peut le dire, mais d'abord, quand vous avez la personne en face de vous qui est malade, est-ce que vous la laissez crever ? Je ne suis pas sûr. Hein, c'est toujours pareil. Hein, mais dans cette affaire, on sait bien que si on n'organise pas un système de protection maladie pour les gens qui sont là et dont on n'a pas pu éviter la venue, si jamais vous laissez développer des épidémies, vous pouvez arriver à des catastrophes. Et surtout, vous allez embouteiller les services d'urgence qui le sont déjà. Bon, donc vous voyez, à chaque sujet, vous avez un argument technique ou sanitaire pour dire attendez, on ne peut pas faire ça. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand l'AME a été mise en place, l'aide médicale d'État, évidemment, il y avait beaucoup moins de bénéficiaires qu'il y en a aujourd'hui. Hein, donc, vous avez entendu il y a 15 jours le ministre de l'Intérieur, M. Nunez, a été interrogé pour savoir le nombre de gens qui sont en situation irrégulière. Bon, alors il n'était pas à l'aise. Bon, évidemment, il ne peut pas dire qu'il y a moins de gens en situation irrégulière. Donc il ne pouvait pas citer, puisqu'il y a à peu près 400 000 bénéficiaires aujourd'hui. Et ça augmente chaque année, plus évidemment que la hausse des prix. Et donc, il a admis qu'on était à 700 000. Hein, voilà. Donc on voit bien qu'on a des chiffres fous. Simplement, je vois bien dans mon association d'alphabétisation dont je m'occupe, qu'arrivent des gens
je ne sais pas comment ils sont arrivés, mais ils sont là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur dit ah ben non, vous n'apprenez pas le français, on les fout dehors, on les loge pas, voilà. Et tout est comme ça. Donc la solidarité, si vous voulez. Alors d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant parce que en 76, je parle de Raymond Barre, comme il y avait une grosse sécheresse. Raymond Barre avait dit on va faire jouer la solidarité nationale. Donc la solidarité nationale, dire qu'on joue la solidarité nationale, c'est tout à fait simple. Ça voulait dire que vous allez payer des impôts de façon obligatoire pour payer les pertes de récolte. Bon. Aujourd'hui, on préfère mettre la solidarité à toutes les sauces. Pourquoi? Parce que dans la solidarité, il y a deux notions. Il y a une notion de solidarité individuelle. Je suis solidaire vis-à-vis de mon prochain. Hein, et donc, je fais des dons pour un tel. Et en même temps, dans la solidarité, vous avez ce qu'on appelle la solidarité obligatoire, qui est de la solidarité nationale. La spoliation légale, comme disait Bastien. Donc, pour faire le point entre ce qui est solidarité nationale et solidarité, voilà, il faudrait des tonnes d'études. Et puis, si vous voulez, même les économistes ne sont pas d'accord. D'ailleurs, je trouve qu'il y a tellement d'économistes qui font des études à tous les niveaux que je me dis ça coûte bien cher si on en faisait moins, étant donné qu'on est toujours sur notre faim, ça coûterait peut-être moins cher. Enfin, là, c'est un petit coup de patte à tous les aimants. Je lis Alternative économique. On nous dit mais non, le système de retraite n'est pas en danger. Vous lisez d'autres le courrier des stratèges qui vous disent le contraire. Il n'est pas en danger tant que les autres payent. Oui. C'est ce pays, l'habitude de ce pays, de dire il n'y a pas de problème, on n'a qu'à prendre l'argent des autres. Oui, mais le mien pas parce que j'en ai plus. Mais si vous voulez, les 3400 milliards de dettes dont on parle tout le temps, aujourd'hui, bon, ça fait que ça nous coûte 60 milliards de remboursement annuel. Derrière 60 milliards, ça doit être mis en comparaison avec le budget de l'éducation nationale qui est de 66 milliards. Hein? Le problème n'est pas tant qu'il y ait 60 milliards, c'est qu'on sait que l'année prochaine ça sera plus, et ainsi de suite. Bon. Simplement, je me dis, Frédéric, tu es gentiment sur ton fauteuil, tu n'es pas l'homme politique qui doit gérer ces problèmes-là et qui se fait cracher dessus parce qu'il ne prend pas les bonnes mesures. Donc, je n'ai pas la solution à des questions aussi gigantesques. J'ai une dernière question, parce qu'on a beaucoup parlé, surtout vous. Ça vous embête? Pas du tout, vous êtes là pour ça. Est-ce qu'il faut, question générale, passer, est-ce qu'il faut, moi je suis partisan de la concurrence entre les régimes. Moi je trouve très bien qu'il y ait 60 régimes de retraite différents et les Français choisissent celui qu'ils veulent, à condition qu'il soit équilibré financièrement. Il faut des cotisations dites d'équilibre. Pourquoi on a cette obsession d'avoir un seul régime général, global? C'était en partie le projet de Macron avec son régime par points, sa réforme des retraites par points. Est-ce qu'il faut un seul régime pour tous les Français, ou est-ce que la concurrence entre les régimes, avec des âges de départ différents, des cotisations différentes, des pensions, des taux de remplacement différents, est-ce que c'est mieux? Dites-nous ce que vous en pensez. Alors, évidemment, moi je viens de la sécurité sociale qui a vécu en position de monopole. Est-ce qu'il faut des caisses d'allocation familiale de façon concurrentielle? Franchement, j'en suis pas sûr. Mais les caisses de retraite, c'est différent. Les allocations familiales, c'est un truc à part. Mais les régimes de retraite et les régimes assurance maladie. Oui, mais si vous voulez, vous avez aujourd'hui, en termes de régime de retraite, vous avez globalement 1% de frais de gestion, donc c'est que dalle. C'est pas le. Bon, alors. Parce que vous n'intégrez pas le coût des déficits dans le. Mais attendez. Alors là, je vais aborder un thème qui m'est cher, c'est le système de la complémentaire santé solidaire. La complémentaire santé. C'est l'objet d'une autre discussion, parce que là, on en a. Là, ça me. Qu'est-ce qui vous gêne? Alors, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que
en quelque sorte, on demande aux assurés sociaux d'abord de veiller à l'évolution de leur taux et ça coûte très cher, et d'autre part, là en l'occurrence, qu'est-ce qui coûte cher dans les complémentaires santé au niveau des prestations différentes? C'est qu'évidemment il faut avoir des dépenses de commercialisation qui coûtent très cher. Donc si vous voulez, quand vous avez des mutuelles qui ont des frais de gestion de 14 ou 20%, vous vous dites, eh ben finalement, si on disait à la Sécu, écoutez, vous faites payer 1,5 point de cotisation supplémentaire aux gens, mais vous vous occupez du régime complémentaire comme en Alsace-Moselle, vous vous dites, ça serait peut-être mieux. Et il y a beaucoup de... Je suis pour ça, mais on permet aux complémentaires santé de proposer des formules concurrentes de celles de l'assurance maladie. Moi, je suis pour ce que vous dites. C'est-à-dire, moi, je suis pour que l'assurance maladie puisse proposer des contrats de complémentaires, mais les complémentaires doivent pouvoir proposer y compris des contrats de base. De régime de base. Et on fera la vraie concurrence. Oui, mais si je suis pour ça, parce que le système des gens qui disent les autres coûtent cher, mais il ne faut pas qu'on se mette en concurrence. Ouais, oui, non, mais tout le monde se fait concurrence. Je comprends votre... Voilà. Parce que l'assurance maladie, elle profite d'un monopole. Et ce que vous faites quand vous comptez dans les frais de gestion de la Sécu, qui sont beaucoup plus élevés que ce que vous dites. 4%. Non, j'ai parlé de la CNAV. Non, c'est du pipeau. 4%. Quand vous ne comptez pas le coût du déficit, vous ne le répercutez pas. Oui, bien alors sûr. qu'une compagnie d'assurance, si elle est déficitaire, elle le répercute sur les tarifs. Voilà. Et deux, vous ne comptez pas en matière d'assurance maladie le coût de la gestion par acte. C'est-à-dire que quand vous remboursez à l'assurance maladie une hospitalisation à 20 000 euros, c'est un acte pour 20 000 euros. L'assurance... Je suis OK. Voilà. Donc là aussi, on truque les chiffres pour induire le public en erreur. Oui, moi, je suis pour qu'il y ait une concurrence parfaite. On pourrait dire aussi que la France a une caractéristique en assurance maladie. Hein. C'est que, effectivement, on est, avec la pression du corps médical et puis maintenant les hôpitaux, puisqu'on n'est plus dans la dotation globale, on est effectivement sur un système de tarification à l'acte dont la gestion en tant que telle est chère, même si son coût a baissé grâce au système de carte de la carte vitale. Hein. Bon. Mais voilà, moi je suis d'accord avec vous. Je suis pour que l'assurance maladie puisse proposer des contrats complémentaires santé. Mais en échange, elle accepte que les complémentaires santé puissent proposer des contrats au premier euro de régime général. Et on fera la vérité des prix, et on va voir si l'argument, qui est un gros pipotage des frais de commercialisation, est vrai. Bah, écoutez, pour l'instant, moi, le problème, c'est pas uniquement les compagnies d'assurance qui ont prévalu à ce système, c'est aussi les mutuelles. Hein. Bon, donc je ne vais pas faire plus de mauvais esprit. Non, mais moi, j'ai pas de problème. Hein. Après, est-ce qu'on a besoin d'une mutuelle en France? Qui a besoin d'une mutuelle en France? Non, mais attendez, quand même. Là, je vais le dire en tant que patient, ce qui doit être couvert absolument, c'est le risque hospitalier. Parce que si vous êtes hospitalisé et que vous payez du forfait à 30 € par jour, si vous voulez, ça peut vous coûter bonbon et ça peut vous mettre sur la paille. Alors que si vous voulez le ticket modérateur pour la pharmacie, ça... Frédéric, vous savez bien que les gens prennent des complémentaires santé ou des mutuelles, comme certains disent, pour les dents et les lunettes. Voilà, c'est ça qui joue, c'est ça la différence. Est-ce qu'on a besoin... Pourquoi on ne dit pas aux gens, à partir de 45 ans, vous allez avoir une baisse ophtalmo, votre vue va baisser, et donc vous arrêtez de payer une complémentaire santé à 100 balles par mois, ça fait 1 200 € par an, en bout de 20 ans ça vous fait 20 000 €, même plus. Pourquoi on ne leur dit pas, mettez de l'argent de côté pour vous acheter des lunettes quand vous en aurez besoin, ça vous reviendra moins cher. Si vous voulez, ce qu'il y a d'irritant, et c'est pour ça notamment que le gouvernement voulait augmenter la part du prélèvement sur les complémentaires santé, c'est qu'en gros, sur le gros risque, les mutuelles n'ont rien à payer. Hein. C'est l'assurance maladie qui paye tout.
Parce que c'est le seul métier de l'assurance. C'est le gros risque. Ce que vous appelez le gros risque, c'est les vraies maladies qu'on ne peut pas prévoir. C'est ça, voilà. Le reste, c'est de l'épargne déguisée. Voilà. Alors, si vous voulez, du coup, c'est vrai que vous discutez avec votre organisme complémentaire. Alors, cette année, ma femme a un petit truc, donc elle est à 100% pour je ne sais plus quoi. Et donc, j'ai dit, écoutez, elle est à 100%, franchement, vous n'allez pas continuer à m'augmenter puisque ça ne vous coûte rien. Donc, ils m'ont accordé une ristourne sur la cotisation mutuelle. Mais je dois dire que si l'assurance maladie m'avait proposé un contrat contre une somme à définir, disant voilà, vous serez remboursé sur l'ensemble de vos risques dans certaines limites, je crois que j'aurais pris. Oui, mais c'est rien. Et à ce moment-là, pourquoi ? Parce que il faut laisser les complémentaires santé proposer un contrat concurrent de l'assurance maladie. Moi, je suis pour. Hein. Là, j'ai pas suffisamment étudié la question pour non, mais parce qu'il y a. Non, mais je vais vous dire. Vous m'avez tout à l'heure dit, vous êtes poujadiste. Non. Vous faites un discours poujadiste. C'est il y a des mecs qui s'en sortent bien, ils sont pas déficitaires, donc on va les flinguer parce que en France. Faire des bénéfices, c'est une honte. Oui, il faut être déficitaire. Oui. Donc j'entends bien l'ancien fonctionnaire de la Sécu qui nous dit ce qui est bien en France, c'est le déficit. Tant qu'on n'est pas en déficit, c'est que c'est louche. C'est ce discours paupérisant qui nous met quand même dans un état d'endettement ahurissant. Est-ce que vous avez conscience quand même que vous incarnez cette parole officielle qui est que si vous n'êtes pas en déficit, c'est qu'il y a un problème. Qui est ahurissant quand même comme débat. Donc il y a effectivement des gens qui vendent de l'assurance maladie qui ne sont pas déficitaires. Donnons-leur le pouvoir parce que vous avez été, vous incarnez le système du déficit et de la ruine. C'est quand même extraordinaire que les gens qui incarnent le déficit nous donnent des leçons de morale. Et Eric m'invite gentiment. Mais c'est amical. Et il m'agresse. Non, c'est vous qui avez utilisé le mot poujadiste. C'est un peu en dessous de la ceinture. Donc je vous dis, vous êtes poujadiste. Non, mais je suis en partie d'accord avec cette affaire. Sans ça, je ne lirai pas vos articles. Hein? Non mais je vous taquine, c'est pour forcer le trait parce qu'il y a des gens qui vont réagir. J'ai bien compris. Mais simplement, à un moment donné, il faut arrêter de faire l'éloge du déficit et la critique du bénéfice. Simplement, la difficulté, pour moi je suis un spécialiste de droit pratique, si vous voulez. Je ne suis pas dans le droit théorique. Je dis, attention, si on change de système, sur la base de votre philosophie, excusez-moi, je vais corriger. Moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je vous dis, je suis contre la fermeture des régimes spéciaux, je suis contre la privatisation de l'assurance maladie, et je suis contre la fermeture des régimes complémentaires. Je suis pour que tout le monde se fasse concurrence et qu'on laisse chacun faire concurrence à l'autre. Je ne suis pas pour des mesures brutales. Alors, le sujet, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que la Sécu, si vous voulez, moi, j'ai connu la Sécu papier. Hein, où il y avait 180 000 agents, il n'y en a plus que 140 000 aujourd'hui, où les pharmaciens, sur les ordonnances, faisaient ce boulot misérable de coller les vignettes. Pourquoi, alors qu'on n'a plus besoin de papier, on garde 140 000 grains de papier dans les bureaux? C'est quand même un monde, ça. Les complémentaires santé dont vous dites tant de mal, elles ont élagué. Et elles ont des plateformes numériques beaucoup plus performantes que Non, mais 140 000 agents, quand vous pensez 140 000 agents, je pense 140 000 agents, tout régime confondu. Hein. Et donc, il faut se taper l'accueil, il faut... Donc, il y a eu une diminution du nombre d'agents, et regardez... Marginal par rapport au progrès numérique. Non, mais oui, mais vous... Attendez, c'est tout simple, hein, moi je le vois bien. Dans mon association d'alphabétisation, les gens sont là pour apprendre le français. Mais évidemment, il y a un certain nombre de bénévoles qui me disent « Frédéric, il y a un tel qui a tel ou tel problème de papier, etc. » Il faut des accompagnateurs pour permettre à un certain nombre de gens d'accéder à des prestations sociales auxquelles elles ont droit. Et ça
ça bouffe du personnel. C'est pas, vous pouvez pas concevoir, si vous voulez, les assurés sociaux ne sont pas parfaits. C'est une mécanique très complexe. Et je dis sur... alors il y a un bouquin tenez, je dois l'avoir. Non, parce que vous avez quitté le champ et ça va être le bordel. Oui, de Julien Damon. Mais en plus, je l'adore. Éloge de la sécurité sociale. Non, mais... On l'a chroniqué sur cette chaîne. Julien Damon, prof à Sciences Po. C'est ça, prof à Sciences Po, que j'ai connu quand j'étais à la CNAF, très sympathique, etc. Je ne l'ai jamais vu derrière un guichet, mais enfin, c'est comme ça. Moi non plus, je ne l'ai jamais vu derrière un guichet. C'est comme ça. Mais je vous ai bousculé. Non, mais je vous adore. Mais de temps en temps, il faut. Non, mais vous avez raison de me secouer. De toute façon, je suis retraité, donc secouable. Merci. Merci. Mais c'est toutes les interrogations que je peux avoir. Simplement, étant donné que le code de la Sécu prend 20 à 30 pages par an. Moi, j'ai fait le premier code de codification qui avait été fait avec les articles en LRD, etc., qui a été un progrès considérable. Bon, et après, vous prenez le code d'Allos d'aujourd'hui. Il est quelque part par là. Voilà, c'est dommage dans que mon bordel. Je n'ai pas apporté le code, parce que vous verriez... Comme ça. Bon, alors, ce grossissement est dû en partie au fait que le législateur et le réglementateur a été influencé par les systèmes d'information, c'est-à-dire qu'une partie de la réglementation est faite pour que les systèmes d'information puissent traiter correctement les droits. Quand vous avez des systèmes ambitieux qui font que du berceau à la tombe, vous êtes couvert par la sécurité sociale, et maintenant vous avez la Caisse nationale de l'autonomie, qui ne verse pas de Big Brother. C'est ça. C'est un système totalitaire. Non, s'il était totalitaire, il serait simple. Là, il est très compliqué. Donc, c'est vrai que je comprends qu'un ministre des Affaires sociales, quel qu'il soit, quand il arrive, on lui dit « Ah oui, mais vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, etc. » Regardez, on va prendre quelque chose qui est très ancien. Jeannet, en 1967, organise les ordonnances de 67. Les ordonnances scélérates. La gauche... Qui rétablissent l'équilibre budgétaire de la Sécu. Voilà. La gauche... Car en 67, la Sécu était déficitaire. C'est ça, voilà. La gauche, évidemment, crie au scandale à l'époque, et donc on instaure un système où c'est l'État qui nomme les directeurs qui sont des hauts fonctionnaires, d'excellente qualité d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, tant pour la branche maladie que la branche famille, la branche retraite et la COS. Parce qu'il fallait bien... Derrière, on vous met en place un système de financement absolument remarquable, piloté par la CDC. Et dans le programme commun, je crois qu'il y avait un programme de suppression ou d'aménagement des ordonnances de 67. On n'a jamais entendu parler de ça. Pourquoi ? Parce que je vois bien ce qui s'est passé. Les fonctionnaires ont dit « Mais attendez, aujourd'hui ça marche, ça tourne. Si vous commencez à fiche la pagaille dans ce système, vous allez à la cata, puisque le grand sujet, c'est que tous les assurés sociaux touchent leurs prestations familiales, leurs prestations maladie et leurs prestations retraite au bon moment. Voilà. Donc, voilà. Vous êtes en face d'une vache à lait qu'il faut traire absolument, faut le dire. Qui s'appelle le contribuable. Mais c'est une vache à lait protéiforme. Si vous voulez, il n'y a pas 5 pieds. C'est une machine
extrêmement compliqué. Alors surtout maintenant avec les systèmes d'information, sans compter, si vous voulez, mais en même temps, il faut dire qu'il y a eu des progrès. Hein, aujourd'hui, vous aviez le répertoire national des carrières, c'était uniquement le régime général. Maintenant, c'est tous les régimes. Donc ça veut dire que les agents qui ont fait plusieurs régimes, qui sont passés par un à l'autre, ils ont leurs droits inscrits dans un répertoire. Enfin, donc je dis attention à ne pas jeter l'eau, le bébé avec l'eau du bain. C'est quand même un système. Simplement, il faudrait à un moment que quelqu'un dise est-ce qu'un jour ou l'autre on peut faire le point entre ce qui relève de la solidarité, ce qui relève du vieillissement des générations, hein, pour les régimes les plus, et ce qui relève de l'assurance proprement dite. Et ça, on ne sait pas le faire, ou peut-être on ne veut pas le faire. Frédéric, ce serait bien, parce que je suis évidemment contre tout ce qu'il dit, mais je suis poujadiste, oui, pas lui. C'est une blague. Oui, j'ai bien compris. J'aimerais bien qu'on fasse une émission sur qu'est-ce que la solidarité. Eh bien, je suis, en travaillant le dossier, je suis prêt à relever le défi. Bon, eh bien, on se fixe rendez-vous. Je ne sais pas quand, mais avant fin 2025. Voilà. Alors j'ai dit beaucoup. On parlera de la solidarité. Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez dit comme bêtise? Voilà, non mais voilà, mais parce que ça relève de l'improvisation. J'aime plutôt avoir des fiches avec les Qu'est-ce qui sont laborieux. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'ils coûtent cher tout ça. Non, mais je ne coûte pas cher. C'est pour rire. Mais 0 degré, 0 second degré. Je ne coûte pas cher puisque je ne suis qu'un simple retraité. Je suis qu'un petit retraité. Oh, je vais lui donner un mouchoir dès qu'on aura éteint les projecteurs. Bon, à bientôt, Frédéric. Oui, très bien. Et puis c'était amical. Oui, tout Sinon, tout le monde s'endort. Et après, ils me disent que je suis gentil. Moi, je déteste qu'on me dise que je suis gentil. Non, mais c'est très bien, mais vous connaissez ma gentillesse coutumière. Je sais, et au moine. Bon, allez, à bientôt, mes amis. Allez, au revoir. Et Ite missa est. C'est ça, voilà. Mais la messe n'est pas dite, comme on dit. Bon, à bientôt.